Et voilà, c'est terminé. L'épisode 6 vient de conclure la saison 3 de Squid Game, mais également le grand cycle saison 1, 2 et 3. Installez-vous confortablement, on va débriefer un peu ce dernier épisode, cette dernière saison et dans un contexte un peu plus général, la série elle-même. Jingle. Et une fois n'est pas coutume, nous allons rentrer pour ce dernier épisode dans le vif du sujet, là où se trouve la tension la plus palpable. Après avoir fait chuter tous les autres concurrents, le numéro 333 et le numéro 456, accompagnés du bébé, sont invités à traverser sur le dernier pilier. Et là débute la dinguerie. Alors je l'avais pré-shot dans l'épisode précédent, dans la review de l'épisode précédent, en disant qu'on n'était pas à l'abri que ça n'arrive pas. Mais là, il va être intéressant de voir si le numéro 333 ne va pas utiliser un prétexte fallacieux pour dire ce bébé, moi j'en voulais pas, sa mère elle voulait pas que je l'élève, donc de toute façon je m'en fous s'il meurt, on le balance. Autant c'est possible. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Le numéro 333 traverse en premier, s'empare du bâton et demande à 456 de lui passer le bébé, l'empêchant par la suite de traverser. Ainsi fait, il pourra alors activer le bouton, jeter le bébé et remporter le jeu tout seul. Bien évidemment, il ne le fait pas par gaieté de cœur, il a conscience de la dinguerie qu'il s'apprête à faire, mais il en veut tellement au monde entier d'en être arrivé à être réduit à avoir des dettes colossales qu'il ne pourrait jamais rembourser, qu'il est prêt à sacrifier son humanité pour repartir de zéro. Lorsque la passerelle se retire, 456 saute jusqu'à l'autre plateforme et rejoint 333 sur cette dernière. Ils font la bagarre et dans une scène, donc il y a le couteau, il y a la barre, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de suspense. Et finalement, les deux joueurs tombent accrochés à ce fusil de Tchekhov encore une fois. On avait vu les barres métalliques du béton armé qui étaient apparentes. C'était fait exprès, c'était là pour montrer qu'à un moment donné, on s'en servirait. Le numéro 456 s'y accroche, le 333 derrière à la veste. La veste craque, il tombe. Les VIP sont presque déçus parce qu'ils pensent à ce moment-là qu'il ne reste plus que le numéro 222 et le jeu n'a pas encore commencé puisque personne n'a appuyé sur le bouton. Et lorsqu'ils voient arriver 456, arriver à remonter sur la plateforme, pour eux, c'est le bonheur. Ça y est, on va pouvoir démarrer le jeu et on va assister à la fin de 456 qui va jeter le bébé, bien évidemment, puisque il va gagner. N'est-ce pas ? Et toute la tragédie du numéro 456 va se lire dans un seul regard lorsque celui-ci tombe devant le bouton rouge qui n'a pas été activé. Ils ne sont plus que 2 vivants sur la plateforme, le jeu n'a pas encore commencé et pourtant l'un des 2 derniers joueurs va devoir être éliminé. Il fait alors face aux VIP, le bébé dans les bras pour leur montrer la cruauté de ce qu'ils sont en train de faire. Mais jamais il ne leur donnera la satisfaction de ne serait-ce qu'hésiter un instant. Au moment de sauter, en revanche, il va se retourner pour ne pas leur offrir son dernier regard. Le numéro 456 saute pour honorer sa promesse, bien évidemment, de prendre soin du bébé. Il saute également par fierté de rester libre et fidèle à ses principes, mais également pour assumer sa décision finale de sauter, tout comme sa décision initiale de rentrer dans le jeu. Il est très probable également qu'il fasse un transfert avec sa propre fille lorsqu'il tient le bébé dans les bras. On a d'ailleurs dans l'épisode 4, lorsqu'il discute avec la mère 222, lorsqu'il lui dit, tu sais, la tenir dans mes bras, c'est peut-être le plus grand bonheur que j'ai pu ressentir. Donc il y a très certainement également des adieux qu'il fait à sa fille au travers du bébé. Et ces derniers mots seront donc la phrase qu'il avait déjà dite dans l'épisode 2 de la saison 2. Nous ne sommes pas des chevaux de course, nous sommes des êtres humains lorsqu'il se trouve dans la limousine et qu'il prend la décision de revenir dans le jeu. Les chevaux de course, ça fait écho également, on l'a vu, aux petites miniatures dans le salon des VIP, lorsque vous avez les petits chevaux qui avancent sur les plateformes.
face à l'impuissance de son geste, parce qu'il a bien conscience à ce moment-là que non, se rebeller ne changera rien au monde dans lequel il vit, et que les jeux continueront. Il est vaincu dans le jeu, mais il gagne tellement plus en partant avec l'esprit léger, l'âme apaisée, et la satisfaction du devoir accompli. Je vous en ai parlé depuis 3-4 épisodes, effectivement, cette saison-là s'articule beaucoup sur les exercices de pensée, sur la philosophie également. Le personnage du numéro 456 s'inspire en grande partie des préceptes du stoïcisme, et notamment l'un d'entre eux, Épictète, qui dans son livre le manuel d'Épictète, Ceux qui dépendent de nous, avait écrit la phrase suivante: « Mieux vaut mourir de faim, délivré de la peur et du chagrin, que vivre dans l'abondance au milieu des angoisses. » Et cette phrase-là, mine de rien, elle va être mise en abîme également lorsque le maître des jeux descend dans l'aire de jeu et vient voir le numéro 456 qui est allongé par terre. On voit le visage du numéro 456 qui est serein, qui est apaisé, presque souriant, à la différence de celui du maître des jeux qui est contrarié, qui est peiné et qui est abattu, clairement, parce qu'il a perdu cette partie-là. Ce geste, le sacrifice d'un homme pour sauver un bébé, va en réalité sauver une seconde vie, celle du numéro 11, du soldat 11 qui se trouve dans le bureau du maître des jeux et qui assiste à la scène alors qu'elle est prête à en attenter à ses jours. Les cris du bébé qui lui rappellent ceux de sa fille qui est mort en Corée du Nord, qu'elle a abandonné là-bas, mais également l'acte de sacrifice du numéro 456 qui va lui montrer que, eh bien, il existe encore de la pureté dans ce monde et qu'il n'est pas totalement corrompu, qu'il existe de l'espoir et que ça vaut le coup d'aller encore un petit peu plus loin, eh bien, va lui faire changer ses plans. Les gardes-côtes arrivent, je vous passe le face-à-face entre le flic et le maître des jeux. Bon, c'est un acte manqué, je trouve, parce que il se passe rien, quoi, finalement. Il y aurait pu y avoir un mot, il y aurait pu avoir... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, donc bon, c'est assez dommage. Bref, les gardes-côtes arrivent. Bien évidemment, il y a un compte à rebours pour tout faire péter, pour qu'il ne subsiste plus aucune preuve. L'île explose, fin. Enfin, la fin de la saison 3, parce que on va avoir une moitié d'épisode, grosso modo, dans laquelle eh bien, on va solder toutes les petites side quests qu'il pouvait y avoir. On va épiloguer sur toutes les petites histoires que l'on traîne depuis la saison 1 pour leur donner une fin et clôturer le Squid Game coréen. Donc on se retrouve 6 mois après la destruction de l'île. Le numéro 246, le père de la petite qui était à l'hôpital, retourne travailler au parc. Et la gamine a été sauvée grâce à un don anonyme. On se doute que c'est le numéro 11 qui a payé. Alors, le numéro 246 dit grâce au don. Il laisse entendre qu'il y a eu plusieurs dons. Alors, on se doute bien que c'est le numéro 11 qui est en partie responsable. Le problème, c'est que dans toute la saison 3, eh bien, ou même la saison 2, on ne la voit pas détourner de l'argent. On ne la voit pas non plus toucher du pognon à la suite de la vente des organes. Vous voyez, ce qui aurait pu expliquer une partie du paiement des soins. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est le seul à peu près moment qui est soumis à interprétation. Elle est recontactée d'ailleurs par le fameux passeur qu'on avait vu dans la saison 2. Qui lui explique: on a peut-être retrouvé ta fille, alors que elle avait perdu espoir, puisque elle se disait non, dans les rapports de l'organisation il est bien marqué que sa fille est morte. Seulement, eh bien, cette petite graine de vouloir croire à un avenir meilleur, eh bien, va germer quelque part dans sa tête, parce que l'espoir, c'est ce qui nous fait avancer, et si elle reste campée sur ses positions et reste à penser que sa fille est décédée, eh bien, il ne lui reste plus aucun objectif dans la vie. À l'aéroport également, on va épiloguer sur l'histoire de Sae-biok. Ça me revient. J'ai plus... J'ai pas son numéro en tête, mais j'ai son nom. C'est la nana qui meurt à la toute fin de la saison 1.
et qui demande à 456 de prendre soin de son frère, de son petit frère qui est dans un orphelinat. Le petit frère, eh bien, le numéro 456 va l'amener à la mère de son meilleur ami qu'il tue en finale, d'accord ? Celle qui est la poissonnière, et c'est la poissonnière qui va élever ce gamin-là. Bon. Dans l'épisode 3, donc, à la toute fin, on voit que la véritable mère du gamin, eh bien, vient les rejoindre et vient récupérer son fils. On a donc une belle poésie puisqu'on a deux mères sur la même scène, l'une qui vient récupérer son enfant qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, et la seconde qui a perdu son fils dans un jeu où il a tué la fille de l'autre mère. Du côté du mafieux et du flic, eh bien finalement, ils s'entendent bien, ils se demandent ce qu'ils vont faire et ils essaient de se dire tiens, est-ce qu'on monterait pas une petite affaire ensemble. Finalement, je crois avoir compris que le mafieux veut racheter l'hôtel dans lequel s'était retranché le numéro 456. Et on a cette interrogation de savoir mais où est passé cet argent. Alors on voit rapidement une personne en costume venir récupérer l'argent, on ne sait pas qui c'est. Et on a la réponse véritablement à la toute fin de l'épisode, c'est le maître des jeux qui est venu récupérer cet argent-là pour le ramener à la fille de 456. On se souvient que dans l'épisode 5, il y avait eu une allusion à l'héritage lorsque le numéro 100 disait « Mais si moi je meurs dans ce jeu, alors ce sont mes enfants qui héritent ?» Eh bien si tu gagnes, oui. Voilà, on a la réponse. Le maître des jeux va récupérer la tenue de survêtement de numéro 456, celle-là même qui enveloppait déjà le bébé 222 dans une symbolique de protection, et également l'argent restant de son père. Et autant il donne le bébé à son frère de façon impersonnelle, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il pose le bébé avec la carte « Voilà, démerde-toi », autant là, pour ce cas-là, pour la fille de 456, il va aller en personne remettre la boîte. Il ne va pas envoyer un sbire, il ne va pas envoyer un secrétaire, il va y aller en personne, preuve que le maître des jeux a respecté le numéro 456 jusqu'au bout. La fille de 456 qui, on se souvient, était partie aux États-Unis avec sa mère et son nouveau compagnon. Les États-Unis qui sont le pays symbole du capitalisme, celui qui foule aux pieds les êtres humains, qui les prend pour des chevaux de course, qui les écrase, qui les fait rentrer dans le système, qui les broie, qui les utilise, et un pays dans lequel est en train de se préparer de nouveaux recrutements. Une saison 3 qui avait des arrière-goûts de masterclass, véritablement. À la réflexion, c'est peut-être ma saison préférée. Avec la saison 1. La saison 2 étant clairement bien en dessous parce qu'il y avait... c'était plus une saison, on va dire, d'enquête policière. La saison 1, c'était véritablement la découverte. Voilà, on était choqués à chaque épisode des dingueries qui allaient arriver. La saison 3, eh bien, c'était la saison de la maturité. Le rythme était bon dans cette saison 3 également, il n'y a pas eu de temps mort, ça a toujours été très bien rythmé, on a eu de très beaux cliffhangers, des jeux également qui étaient très bien trouvés, parce qu'ils ont réussi à prendre des jeux basiques comme le cache-cache, mais y ajouter le coup des clés de formes différentes, le coup des couteaux, le coup de la corde à sauter, il y avait un rail au milieu, je vous en ai expliqué la symbolique déjà. Et puis philosophiquement parlant également, ça a bien avancé de la saison 1 où il était question du consentement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les joueurs sont venus dans ce jeu-là de leur plein gré. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient plus ressortir une fois rentrés? Qui nous posait également la question de savoir, mais nous à leur place, qu'est-ce que nous aurions fait? La saison 2 qui était un peu plus tournée bagarre, un petit peu complotisme. Moi j'avais adoré dans la saison 2 le fait que le maître des jeux vienne dans le jeu également. Ça rajoutait un peu de piment à la sauce. Avant de terminer par cette masterclass de saison 3 où on a eu tous les préceptes du stoïcisme, mais également des expériences de réflexion qui ont été poussées à l'extrême par justement cet upgrade des jeux basiques, où il fallait calculer, où il fallait réfléchir, où il fallait manipuler également. Alors oui, en soi, la saison 3... tu la vois venir, hein, je veux dire, le dernier épisode, tu sais comment il va finir.
tu le visualises à peu près. Mais tout du long de cette saison 3, c'est pas tellement comment ça va finir, quelle va être la conclusion, mais tout le chemin qui va amener à cette conclusion qui est vachement intéressant à découvrir. Squid Game, c'est un peu, la série Squid Game, c'est un petit peu la métaphore du monde capitaliste dans lequel nous vivons, du monde matérialiste où seul l'argent compte. C'est un monde sale, dévoyé, dans lequel la pureté n'a plus lieu d'être. Chacun devient individualiste, égoïste, et peu importe combien tomberont du moment que nous arrivons au sommet. Faire passer le profit avant l'intérêt collectif, eh bien c'est exactement ce que dénonce cette série-là, et qui nous montre en conclusion eh bien, que le plus beau des gestes, c'est encore d'être altruiste. Le but recherché étant la tranquillité de l'âme par l'acceptation de nos choix les plus impossibles. Voilà, et bien je vous remercie à présent de m'avoir suivi pour toutes les reviews liées aux épisodes de cette saison 3. Je vous invite, c'est également ce que je vais faire, je pense, à regarder les 3 saisons en intégralité pour avoir un nouvel œil. Cette fois, en sachant la fin, avoir une seconde lecture, c'est très important dans ce genre de série. Si vous avez apprécié mon travail de réflexion, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me remercier également, je ne sais pas dans les commentaires si ça vous a permis d'appréhender un petit peu mieux les épisodes, de comprendre 2-3 bricoles. Ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez suivre en direct toutes les vidéos que je sortirai dans un futur proche. Là maintenant, la prochaine grosse vidéo, ça va être une vidéo plutôt bricot, plutôt maison, quotidien. Donc là, ça devrait intéresser pas mal de monde. En attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour votre audience. Et puis, on se retrouve prochainement sur la chaîne Taz & Chill. Ciao, prenez soin de vous.